Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons découvrir les différents répertoires racines d'Ubuntu. Ce que nous allons faire, nous allons essayer d'aller ensemble découvrir la documentation officielle d'Ubuntu. L'objectif, c'est aussi de vous familiariser avec la documentation officielle parce que vous allez avoir beaucoup d'informations sur cette documentation et d'ailleurs, elle va beaucoup vous aider pour monter en compétences et résoudre aussi certaines problématiques. Ubuntu, c'est un logiciel open source. Ça veut dire qu'il faudra vous habituer à chercher. Si vous avez un problème, il n'y a pas de support. Il faudra chercher. Le premier lieu de recherche, ça sera sur la documentation officielle. Après, pour ceux qui veulent, je peux extraire certaines données ou certaines informations de la documentation officielle, vous faire des jolis PDF et vous les envoyer. Mais le secret de l'expertise, c'est de savoir se débrouiller. Nous allons aller sur le site officiel de la documentation officielle d'Ubuntu. C'est Wiki Ubuntu, la documentation francophone. Alors, j'ai fait une recherche sur Google. Arborescence des répertoires d'Ubuntu. Je ne vais pas tout lire, on va s'intéresser au répertoire. Premier répertoire qu'on doit tous savoir, c'est le répertoire racine. C'est donc un anti-slash. À chaque fois que vous allez installer un système d'exploitation Linux, par défaut, vous avez un utilisateur qui s'appelle root. C'est le super utilisateur. Il a tous les droits sur le système d'exploitation. Pour voir la Home Directory sur Linux, on va se rendre sur notre machine virtuelle. Alors, si je fais du coup mon PW, je constate qu'ici, je suis dans la Home Directory de root. Je ne suis pas dans le répertoire racine. On vous a dit que le répertoire racine, c'est tout simplement l'anti-slash. Comment je fais pour me mettre dans le répertoire racine? Je fais donc tiens directory, hop. Et là, si je fais pw, regardez, je suis maintenant dans le répertoire racine. Je peux lister le contenu du répertoire racine. Regardez, bin, dev, lib. On retrouve tous les autres répertoires. C'est la même chose si je viens ici. Je me place là, donc vous cliquez dessus, vous faites slash, entrée. On retrouve bien bin, boot, cd-rom, dev, etc., etc. Très bien, nous allons retourner sur la documentation officielle et on va essayer de comprendre quel est le rôle de chaque répertoire qui se trouve dans la racine. Donc, ça c'est la racine. Ensuite, vous avez la racine suivie d'un répertoire qui s'appelle bin. On peut aller regarder rapidement ici. Voici bin. Et vous allez voir qu'il y a des fichiers. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, si je prends mon éditeur de test, est-ce que je peux le modifier? Alors, est-ce que j'ai un éditeur de test? Est-ce que j'en ai là? Bon, je n'en ai pas. C'est pas grave. Allez, je vais revenir sur la documentation officielle. Mais c'est quoi en fait un binaire? Vous savez qu'en informatique, c'est soit 1, soit 0. L'ordinateur ne connaît pas Toto. Il connaît 0 et 1. Mais par contre, vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Dites-vous que c'est vraiment génial qu'un appareil puisse traduire tout ce que nous envoyons comme instruction avec des 0 et des 1. Si je viens sur Internet, on va chercher par exemple traducteur binaire vers test. Hop. Alors, par exemple, j'écris Toto. J'ai traduit en binaire. Alors, non, on va... Voilà. Voici comment l'ordinateur comprend Toto. Moi, j'écris Toto et l'ordinateur comprend comme ça. Ça veut dire que ce répertoire bin va donc posséder tous les exécutables, donc toutes les commandes essentielles disponibles pour tous les utilisateurs. Ça veut dire que si j'installe un logiciel comme Ansible sur Ubuntu, les binaires d'Ansible et ses exécutables vont être stockés dans bin. C'est la raison pour laquelle
je pourrais taper des lignes de commande Ansible. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que j'arrive à taper certaines lignes de commande. Si je supprime ce répertoire, je ne vais plus pouvoir faire mes chain directory, mes pwd, mes ls, mes cat, etc. Ensuite, vous avez le /boot, donc initialisation. Ça, on ne touche pas, ce sont des fichiers statiques du chargeur d'amorçage, noyau image, RAM 10, fichier de configuration du chargeur d'amorçage. Vous avez un autre répertoire qui est intéressant, il s'agit du /dev pour device, donc périphérique. Par exemple, si vous montez une clé USB sur votre machine physique, cette clé sera montée dans /dev et ensuite, il y aura un nom qui sera attribué à votre clé. C'est la raison pour laquelle lorsque nous avons installé notre système d'exploitation, si vous vous souvenez lors du redémarrage de la machine virtuelle, vous avez vu le répertoire dev/sda5. SDA5, c'est tout simplement notre disque dur. On peut aller vérifier. Donc, si je viens ici, chain directory non, on a dit dev. Alors, je vais faire un ls. Pour l'instant, je n'ai pas envie de vous perdre, donc on va faire des commandes simples. Alors, on avait dit SDA5. Donc, SDA5. Le voici. Après, il y a d'autres périphériques ici. D'accord? Tout ça, ce sont des périphériques. Et là, vous avez par exemple le lecteur CD, donc SDA1. Vous avez le CPU, ça vous parle SG2, ainsi de suite. Ensuite, vous avez un répertoire très important que vous allez d'ailleurs beaucoup utiliser. Il s'agit du répertoire ETC, Editing Text Config. C'est le répertoire qui va stocker tous les fichiers de configuration du système d'exploitation ainsi que des logiciels tiers que vous allez installer sur votre machine. Par exemple, si j'installe Ansible, les fichiers de configuration d'Ansible seront stockés par défaut dans ETC. Et si je souhaite du coup faire des modifications sur la configuration d'Ansible, je vais me rendre dans ETC et je vais chercher un répertoire qui s'appelle Ansible pour aller éditer ces fichiers de configuration. Ça veut dire que si par exemple on repart ici, hop, chain directory etc, je fais un ls. Si je fais par exemple alors un cat de host name Ubuntu, ça veut dire que si je souhaite changer la configuration du nom de mon host, je me rends tout simplement dans hostname et je le change. Je viens, je mets ici Toto à la place d'Ubuntu. Et c'est aussi grâce à vos exécutables qui sont stockés dans les binaires qu'on peut aussi taper hostname et donner un autre nom à cette machine. Par exemple, Ubuntu 2. Et là, si je fais hostname, Ubuntu 2. Ok? Donc, hostname, Ubuntu. Ensuite, vous avez le /home qui est la home directory. On peut aller regarder. Nous sommes ici. Le répertoire personnel des utilisateurs. Ça veut dire qu'actuellement, je suis dans la home directory de root. Si je voudrais retourner dans la home directory d'Armel, qu'est-ce que je fais? Je fais un chain directory home. Je fais tabulation. Et je suis dans la home directory d'Armel. Si j'avais plusieurs répertoires d'utilisateurs ici, je devais avoir plusieurs choix et choisir dans quel home directory je veux me connecter. Bon, je dis me connecter, mais me déplacer. Ensuite, vous allez avoir le répertoire lib ou library ou bibliothèque en français, qui va donc contenir toutes les bibliothèques partagées essentielles et des modules du noyau. Vous avez ensuite le répertoire médias qui va contenir les points de montage pour tous les médias amovibles. Et ici, vous avez un répertoire qui s'appelle mount qui va donc contenir le point de montage pour monter un système de fichiers. Ne confondez pas Media et Device.
Si je mets un périphérique, par exemple une clé USB sur mon PC, c'est un device. D'accord? C'est un périphérique. Mais ce périphérique a un point de montage. C'est la même chose si par exemple je vais dans le gestionnaire de périphériques de mon PC. Donc si on va taper ici, gestionnaire de périphériques. Voilà, voici mon gestionnaire de périphériques. Donc je vois tous mes périphériques qui sont ici. Si je branche par exemple, là j'ai branché mes disques durs externes, ils vont être montés ici. D'accord? Hub USB, périphérique. Alors, ils sont où? Très bien, ils sont montés ici. D'accord? J'en ai deux. Donc forcément, si je vais sur l'explorateur, ils sont là. Sauvegarde 01 et l'autre c'est data. Alors, data est où? Bon, c'est pas grave, on ne va pas perdre du temps dessus. Très bien, j'ai changé l'affichage, j'ai donc data ici et sauvegarde ici. Ça, ce sont mes points de montage. D'accord? Donc, sur le gestionnaire de périphériques, je vois mes périphériques, ça correspond à device et dans média, ça correspond à ces deux points de montage, tout simplement. Donc forcément, si je voudrais créer un dossier partagé, je vais le monter dans Mount. OK? Ensuite, vous avez OPT optional ou optionnel qui est un emplacement pour des applications installées hors gestionnaire de paquets. Logiciel optionnel. Par exemple, Firefox. Si j'installe Firefox, ces fichiers de configuration ne vont pas être stockés dans ETC. Ils vont être stockés dans optional parce que je n'ai pas besoin ou alors Firefox ne va pas me donner le droit d'aller modifier les binaires ou les fichiers de configuration de son application. Par contre, si j'installe Ansible me donne le droit d'aller modifier ces fichiers de configuration. C'est pour cela que par défaut, il va stocker les fichiers de configuration dans ETC et Firefox va stocker ces fichiers de configuration dans Optional. Voilà la différence. Ensuite, vous avez un répertoire qui se nomme Prox pour processus ou Process. C'est un répertoire virtuel pour les informations système telles que l'état du noyau et les processus système. Donc forcément, si vous voulez démarrer un processus, arrêter un processus, tuer un processus, lister des processus, il faut savoir qu'ils sont stockés dans Prox. Ensuite, vous avez le répertoire racine de root. Vous avez ici un répertoire qui s'appelle Run, Runtime System. Ce sont des informations relatives au système depuis son dernier démarrage, par exemple un utilisateur actif, service en cours d'exécution, etc. Ensuite, vous avez SBIN ici, donc Super Binary Utility, exécutable système essentiel. Ici, vous avez les services, donc SRV, Services, données pour les services système. Et là, vous avez ici un répertoire pour les fichiers temporaires. Donc, c'est beaucoup utilisé. Par exemple, si vous êtes en train de faire votre lab, vous pouvez créer dans ce répertoire des fichiers temporaires. Mais il faut savoir que lorsque vous allez redémarrer le système, ces fichiers seront tout simplement supprimés. D'accord? Donc, si vous créez des répertoires et stocker des fichiers temporaires dans temp, c'est parce que vous voulez qu'ils soient supprimés automatiquement lors du redémarrage. Ensuite, vous avez donc le répertoire user qui est le parent et dans le parent, vous avez un autre répertoire qui est l'enfant qui s'appelle bin qui va contenir des exécutables des programmes additionnels disponibles pour tous les utilisateurs. Par exemple, le gestionnaire de fichiers, le lecteur de musique, le navigateur web, etc. Toujours dans User, vous allez avoir des bibliothèques. Vous allez avoir ici Local, qui est l'emplacement où les utilisateurs doivent installer les applications qu'ils compilent. Et ici, vous avez User Share, qui va contenir des fichiers non reliés à l'architecture partagée par les applications de user/bin et user/sbin. Par exemple, les icônes, les thèmes, les documents, etc. Et ensuite, vous avez un répertoire
très important, c'est le répertoire var qui va contenir des variables. Parmi les variables, vous avez les logs. C'est là où vous allez consulter les logs de vos applications. Les logs, ce sont des variables. Si par exemple, j'éteins ma machine, je m'en vais consulter les logs, je vais voir que la machine a été arrêtée à une certaine heure. Demain, j'allume ma machine, le fichier des logs va varier. Donc, il va changer pour me dire que j'ai allumé la machine à une autre heure. Donc voilà, si vous voulez consulter les logs, ça sera dans var. Par exemple, si je viens ici, Chain Directory, j'y suis, je vais faire un ls. Voilà, j'ai par exemple un répertoire qui s'appelle log. Donc je fais Chain Directory log, ls. Et vous voyez que tous les fichiers de log se terminent par .log. D'accord? Ensuite, vous avez ici des fichiers de backup aussi, local, les mails, optional, snap, log, library, cache. C'est ce qu'on vous explique d'ailleurs ici. var. Très bien. Nous en avons terminé avec ce module. Essayez d'abuser de la documentation officielle. Vous allez rapidement progresser. Je peux vous le garantir. On va s'arrêter là pour ce module. Merci d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.